Salut Xavier, salut Loris. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bourse et Comote et on va parler un peu de l'actualité. Depuis le début de l'année, l'indice français, donc le CAC 40 et les actions françaises performent plutôt bien. Et à contrario, et depuis déjà une semaine ça s'est amplifié, les actions américaines baissent assez fortement. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, en tout cas le sujet global d'aujourd'hui, c'est la France versus les États-Unis, plutôt l'Europe versus les États-Unis en bourse. Et peut-être pour commencer, Loris, est-ce que tu pourrais commencer par expliquer qu'est-ce qui explique la sous-performance des États-Unis depuis le 1er janvier et la surperformance du coup de la France? En premier lieu, on va peut-être parler des sujets de valorisation, hein. Les États-Unis restent un marché plus valorisé que l'Europe et surtout la France, hein. Aux États-Unis, on est sur un PER actuellement entre 22 et 23 fois les bénéfices. Pour donner un ordre d'idée, on était plutôt à 17. Et en Europe, on est plutôt à 15, ce qui est dans la moyenne historique. Donc tout d'abord, je pense qu'il y avait un effet de base défavorable aux États-Unis. Il y avait eu quand même une montée assez importante à la suite des élections de Trump. Et pour l'Europe, c'est un petit peu l'inverse, notamment pour la France, depuis qu'il y a eu la dissolution cet été. Donc en premier lieu, je dirais la valorisation. Puis je vais laisser peut-être Xavier dire une deuxième raison. Pour moi, c'est très sectoriel. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'on sait la France, c'est du luxe. Il y a une partie d'armement, il y a les Thales Dassault Aviation, etc. Et puis, il y a pas mal de value. Dans le sens, il y a les bancaires, il y a le pétrole, etc. Et le luxe s'est déjà pris sa claque l'année dernière. Donc, voilà, il est quand même, on est sur des valos qui sont corrects. L'armement, bah voilà, on sait ce qui s'est passé. Il y a un regard aussi côté value. Donc, j'ai envie de dire, il y a un petit côté un peu tempête parfaite pour moi, pour la France en ce début d'année. Il y a le luxe qui avait souffert qui repart. Il y a l'armement coup de bol, entre guillemets, hein, avec le malheur de la géopolitique, mais l'armement qui repart, le value qui revient un petit peu à la mode. Donc, pour moi, c'est très sectoriel. Donc selon vous, c'est plutôt une question de valorisation de base plus les secteurs. Et donc la question qui suit, c'est est-ce que vous pensez, et là je vais te poser la question à toi Xavier, que cette surperformance est durable ou est-ce qu'elle est plutôt conjoncturelle? Je ne vais pas revenir sur les statistiques. Les États-Unis ont peut-être que, enfin, je pense que Loris les a. C'est lui qui a toujours toutes les stats sous le coude. Les États-Unis ont toujours mieux performé que l'Europe et la France, mais j'ai l'impression que l'écart est plutôt en train de s'accélérer en fait. Quand je regarde autour de moi, en France, autour de moi aux États-Unis, quand je regarde où vont les talents, quand je regarde quels sont les secteurs porteurs, quand je regarde l'âge des entreprises. Les vieilles entreprises européennes, ce n'est pas un mythe, hein. Quand on regarde dans le CAC 40, depuis combien de temps elles ont été créées par rapport aux nouveaux mastodontes américains. Donc, j'aimerais croire, honnêtement, à un renouveau français ou européen, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Et même s'il y a des boîtes qu'on aime bien, tous les trois en Europe, ça ne suffit pas pour moi pour faire un portefeuille. Sans les États-Unis, on a des gros trous dans le portefeuille. Il n'y a que quelques petits secteurs qui s'en sortent en Europe. Donc pour moi, c'est clairement court terme. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. À moi, mon avis, effectivement, je suis comme toi. Donc, en fait, l'argument que tu viens de citer, Xavier, il est super important pour moi. C'est quand on voit le top 10 des actions aux États-Unis versus le top 10 en France et en Europe. Top 10, la majorité des boîtes, elles ont moins de 30 ans ou moins de 40 ans. Donc, elles sont relativement jeunes. Et bon, c'est des très belles boîtes avec beaucoup de cash, très rentables, beaucoup de marge. Et de l'autre côté, quand on voit l'indice encore plus français, là, c'est vraiment, on a du LVMH, donc la boîte, elle a 200 ans. Ça n'enlève en rien au fait que ça soit une très belle boîte. Mais du coup, il n'y a pas ce côté innovation. Et je pense que c'est ça qui pêche. Donc voilà, moi, je reste persuadé que les États-Unis vont continuer à surperformer l'Europe à moyen long terme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une conjoncture qui n'est pas favorable. Et puis, on va se le dire, Trump facilite pas les choses en ce moment. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Loris. En fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est je pense que les États-Unis, sur le très long terme, vont continuer à surperformer l'Europe. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une croissance plus forte, hein. Déjà, si on regarde le PIB américain, la croissance est 2 fois plus forte que la zone euro. Ensuite, on a des marges nettes qui sont quand même nettement plus élevées aux États-Unis, notamment parce qu'ils se reposent sur des secteurs technologiques qui ont très peu en fait d'actifs tangibles et ça fait que les marges sont bien plus importantes. Néanmoins, sur le moyen terme, si je devrais dire sur 3-4 ans,
Je suis pas sûr que les États-Unis vont nettement surperformer comme on a eu auparavant. Je trouve qu'on est quand même sur des niveaux de valorisation aux États-Unis qui sont assez importantes. Et j'ai du mal à voir, on va dire, une continuation sur la hausse des multiples. Là où je pense qu'en Europe, on a quand même de la marge. On a quand même eu une année 2024 assez compliquée. Et donc sur 3-4 ans, je reste plutôt mitigé sur la question. Par contre, sur 10 ans, clairement, je continue à miser sur les États-Unis dans mon portefeuille. Et toi, du coup, Xavier, est-ce que là, on est en train on est un peu pessimiste, en tout cas, on est moins optimiste sur l'Europe versus les États-Unis, mais il y a quand même des atouts à l'Europe et notamment aux actions françaises. Quels sont, selon toi, ces atouts? Alors, moi, je trouve, oui, il y a des atouts, mais j'ai beaucoup plus de mal à parler des actions françaises comme d'un bloc, comme d'un tout, que des actions américaines. Les actions américaines, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de cohérence. En tout cas, il y a moins de boulets, entre guillemets. Et si tu regardes même le CAC 40, je veux dire, si tu investis dans le CAC 40, typiquement un ETF CAC 40, etc., tu te retrouves avec des... Je devrais peser mes mots, mais avec des boulets, si tu veux. Donc des boîtes qui n'ont pas de croissance, mais c'est comme ça. C'est pas pour autant que c'est des mauvaises boîtes, mais toutes les bancaires, assurances, etc., ces boîtes n'ont pas de croissance. C'est pas leur faute, hein, c'est le secteur dans lequel elles sont. Donc les multiples, d'une manière générale, ils méritent pour moi d'être là où ils sont. Après, je suis d'accord avec Loris. Dans le lot, il y a des super belles boîtes qui seraient beaucoup mieux valorisées si elles étaient aux États-Unis. Après, pour revenir sur ton point des boîtes françaises, déjà, il y a des secteurs dans lesquels on est très fort. Pour moi, il y a évidemment le luxe, mais pas que. Il y a l'industrie. On est aussi globalement un pays d'ingénieurs. On était les meilleurs avant, sous De Gaulle. Je veux dire, il y a bien longtemps, on était dans le nucléaire, etc. La France, on était les meilleurs. On a eu le Concorde, etc. C'est dommage, on a beaucoup perdu. Mais malgré tout, je pense qu'on reste un très bon pays d'ingénieurs. Donc, on a des très belles boîtes d'industrie, on a des Air Liquide, etc. Et une sous-partie de l'industrie, il y a tout ce qui est aérospatial défense. Oui, on a des champions, comme des champions mondiaux, hein, comme Airbus. On a des très belles boîtes comme Dassault Thales qui reviennent au devant de la scène. Donc ces boîtes-là, j'y crois. Mais j'ai vraiment du mal à prendre le panier France et à me dire je mets dedans. Et c'est pour ça que en Europe, je n'ai quasiment plus, presque plus d'ETF, et je fais quasiment que du stock picking sur l'Europe, parce que j'ai du mal aujourd'hui à prendre l'Europe comme un panier que j'achèterais les yeux fermés, ce que je suis beaucoup plus capable de faire aux États-Unis. Et juste pour compléter ta réponse, pourquoi tu penses qu'aux États-Unis, c'est plus cohérent? Parce qu'on peut dire la même chose. Aux États-Unis, il y a des boîtes qui sont des boulets dans le S&P 500. Oui, mais parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus, c'est un pays beaucoup plus réactif, beaucoup plus flexible. On n'a pas encore donné le pourquoi les États-Unis sont un pays qui est bien favorisé. Il y a plein de raisons là-dedans, mais une des raisons, c'est l'écosystème, c'est la flexibilité du travail, des impôts qui sont beaucoup plus faibles, parce que ça paraît. Loris parlait des marges. Un truc tout bête, je veux dire, quand tu as un IS à 21% d'un côté contre 24% de l'autre, ta marge, elle est directement améliorée de 4 points. Et 4 points, c'est énorme. Hein. C'est complètement fou. Enfin, ta marge n'est pas améliorée de 4 points, c'est faux, parce que l'IS est sur le bénéfice. Mais je veux dire, ça fait quand même un gros atout. Ça fait beaucoup de cash qui rentre en plus sans effort supplémentaire. Et donc, pour revenir à ta question, Abdallah, comme c'est des boîtes beaucoup plus flexibles, j'ai tendance à penser que quand elles sont en mauvaise forme, elles vont beaucoup plus couler et couler plus vite. Donc, on va avoir un renouvellement qui est beaucoup plus rapide. Alors que du côté du CAC 40, avant qu'on ait un équivalent Atos, c'est-à-dire une boîte vraiment qui coule, qui sort du CAC, etc., ça prend beaucoup de temps, parce qu'on est un pays qui est des boîtes qui sont beaucoup plus franco-françaises et qui se financent avec un marché français, etc. Il y a beaucoup plus d'inertie, en fait. Donc les États-Unis, même s'il y a quelques boulets dedans, la plupart des boîtes sont quand même parmi les leaders du secteur et les leaders mondiaux. Alors que je trouve que, par exemple, si je prends ne serait-ce que les bancaires, dans le CAC 40, on a BNP, plus Crédit Agricole, plus Société Générale, etc. Ce ne sont pas les meilleurs mondiaux. Tu vois, ce ne sont pas les meilleurs mondiaux. C'est des petites banques à l'échelle mondiale, et pourtant elles sont super représentées en France. Alors qu'aux États-Unis, quand tu regardes les banques qu'il y a dans la S&P 500, c'est du JP Morgan, etc., c'est du Citi, qui sont beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus dans le haut du panier, quoi. Et toi, du coup, Loris, quels sont les atouts, selon toi, des actions françaises? Alors, les atouts, difficile à dire, en fait. C'est beaucoup plus facile de trouver l'inverse. En fait, ce qui est intéressant sur le CAC 40, c'est que c'est un indice qui a mis du temps à trouver sa locomotive. Donc, pour les États-Unis, ça a été la tech.
Et depuis quelques années, ça a été vraiment le secteur du luxe qui a poussé le CAC 40. Aujourd'hui, c'est à peu près 30%, 30% de l'indice. Donc je trouve qu'on a quand même de très beaux dossiers. Xavier les a cités, mais ça manque en fait tout d'abord d'innovation. Deux, je trouve les valorisations françaises, contrairement à d'autres pays, sont relativement importantes quand même. On a quand même des valeurs comme Schneider, EssilorLuxottica qui sont à plus de 30 fois les bénéfices, avec des niveaux de croissance quand même qui sont en dessous des 7 magnifiques. Donc ça, quand même, je trouve c'est un point assez négatif. Après, je trouve qu'on a quand même, de bons atouts à faire valoir, contrairement à d'autres marchés qui sont assez pauvres, comme le marché espagnol ou même le marché italien. Néanmoins, je trouve qu'il n'y a pas énormément en fait d'avantages à investir en France. Moi, personnellement, j'ai entre 10 et 15% de mon portefeuille sur des valeurs françaises, mais c'est principalement du stock picking et j'ai vraiment pris ce qu'il y avait, je trouve, de meilleur, en tout cas sur des mid-cap et des large-cap, mais je ne vais pas du tout prendre un ETF CAC 40, loin de là, quoi. Je reviens un petit peu sur la question des valos parce qu'il est intéressant ton point, Loris. Quand tu parles d'Essilor et puis de Schneider Electric, tu vois, ça c'est typiquement des boîtes qui sont sorties du monde financier français pour rentrer dans l'international, aux côtés bien sûr d'LVMH, Hermès, etc. Et ces boîtes-là, elles sont valorisées au niveau international, elles sont valorisées sur des multiples américains. Et la fin du CAC 40, ou du AXA, du BNP, etc., toutes ces boîtes-là sont valorisées comme des boîtes françaises. Et c'est marrant, tu vois, ce côté EssilorLuxottica, bon, il y a eu la fusion il y a quelques années, maintenant il y a avec Meta, etc., ça les fait sortir Schneider Electric avec l'IA, avec les data centers, pareil, ça les fait rentrer dans un nouveau monde. Et c'est pour ça que la France, c'est difficile de voir ça comme un seul marché. Il y a les boîtes internationales et les autres, et bizarrement, toutes celles du CAC sont pas internationales. D'ailleurs, j'avais lu en préparant cet épisode que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que en fait, le CAC 40, 49% en 2023, je crois, ou 2024, selon la Banque de France, des actions, en tout cas des valeurs du CAC 40, sont détenues par des étrangers, donc principalement des Américains. Et donc, moi, j'entends ton point, Xavier, mais par exemple, qu'est-ce que tu penses d'un Total Energy qui est complètement sous-valorisé par rapport à ses pairs américains? Pour moi, il y a le côté français, ça décote. Tu as entendu parler les différents présidents, tu vois de Hollande, de Macron, etc. Dès que tu as le moindre profit un petit peu surprise, on te parle de surprofit, captation du surprofit, etc. C'est le meilleur moyen de faire fuir un investisseur. Donc en fait, tu te dis, OK, j'investis dans Total, je vais avoir le downside. Donc s'il y a un nouveau Covid, etc., je suis foutu. Et s'il y a trop de profit à un moment, l'État va peut-être venir pour me le prendre. Après, je pense que les Américains n'aiment pas le côté ESG que Total commence à prendre. Ils se disent, il y a une rente pétrolière, il faut la pomper au maximum. Et alors que Total est obligé de marcher un petit peu sur des œufs, à être très très pétrolière dans la vraie vie, mais à faire du greenwashing au maximum dans les médias. Donc je pense que ça leur plaît pas trop. Non, mais je pense que vraiment que c'est un gros problème d'être une boîte française aujourd'hui et que ça mérite une décote. Moi, un point que je voulais ajouter, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a beaucoup de boîtes anciennes, d'entreprises qui sont âgées dans le CAC 40. En fait, moi, ce qui me surprend, c'est que il n'y a pas beaucoup d'introductions en bourse en fait en France. Il y a des petites introductions dans les small cap et mid cap, mais ça arrive jamais sur le CAC 40, en tout cas pas sur les 5-10 dernières années. Bon, après, c'est un cas extrême. Moi, c'est celui que je connais, mais je pense qu'il y en a d'autres. Par exemple, aux États-Unis, Palantir, elle est rentrée en bourse en 2020 ou 2021, et là, elle est au S&P 500. Et d'ailleurs, c'est une des plus grosses valeurs du S&P 500. Airbnb, bon, c'est un cas un peu particulier parce que pour le coup, elle est restée très longtemps en private equity. Elle est aussi, dans le S&P 500. Et donc, par rapport à ce que tu disais, Xavier, sur le côté renouvellement, donc il y a le renouvellement d'un côté, les plus mauvais qui sortent, mais d'un côté, les plus mauvais ne sortent pas parce qu'il n'y a pas de nouveaux gagnants qui rentrent. Et c'est ça un peu moi qui me dérange en France. Il n'y a pas d'introduction en bourse. J'ai l'impression en plus, bon, c'est un autre sujet. Je pense qu'on pourra en faire une émission un jour, mais que le private equity, en fait, c'est plus intéressant pour les entreprises françaises les plus performantes de rester dans le private equity que de rentrer en bourse. Et donc voilà, aujourd'hui, franchement, c'est très dur pour moi de me dire je vais faire de l'ETF en France. Et c'est un peu pour moi, c'est un peu la même chose en Europe, en fait. En fait, pour moi, c'est le même constat en France et en Europe.
Maintenant, pour finir sur une touche d'optimisme, après on pourra changer de sujet. Comme tu l'as dit, Xavier, je trouve qu'en France, par rapport au reste de l'Europe, on a pas mal de leaders mondiaux. En fait, la France est un pays de multinationales, là où par exemple l'Allemagne, c'est un pays de PME. Donc il n'y a pas beaucoup de... Ou même si c'est des leaders mondiaux, c'est sur des niches. Nous, on a pas mal de leaders mondiaux, que ce soit dans le luxe, la beauté avec L'Oréal. Le BTP, on l'oublie, mais on est peut-être le pays le plus puissant en termes de BTP. Dans l'industrie, comme tu l'as dit, avec Schneider, Air Liquide, etc. Donc, on a pas mal de belles boîtes, mine de rien, leaders. Mais c'est de l'ancienne économie, quoi, globalement. Je voulais juste rajouter un point intéressant, ce que tu disais, Abdallah. Pour moi, en fait, le CAC 40, c'est un indice de rente. C'est vraiment l'indice du bon père de famille qui a son portefeuille, qui souhaite avoir des dividendes, qui veut quelque chose de solide, costaud, et qui investit dans l'idée d'avoir une rente. Donc c'est assez simple, à peu près aujourd'hui, je crois 70% du retour au capital des entreprises se fait en dividendes. Aux États-Unis, c'est l'inverse. 70% se fait au travers des rachats d'actions. Et en fait, je pense que lorsqu'on débute l'investissement à 20, 30, 40 ans, le marché français n'est pas forcément le plus intéressant en période de capitalisation, mais bien évidemment, pour celui qui recherche une rente, ça reste un marché intéressant en phase voilà, pour sa retraite ou pour celui qui veut petit à petit profiter de la vie de façon plus importante grâce à son portefeuille. Je trouve que c'est quand même un bon marché. Donc ça, je trouve que c'est l'avantage du CAC 40 par rapport au S&P 500. Mais personnellement, bon, ça me concerne pas tellement, donc voilà. Bah, du coup, tu recommandes aux retraités américains d'investir en France? Non, non plus. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Actuellement, les Américains, notamment les fonds de pension, commencent à revenir en Europe. Bon, il y a plusieurs raisons qui font ça. Mais même les Américains sont attirés aujourd'hui, en tout cas en début d'année 2025, par l'Europe, notamment au niveau valorisation. Mais il y a aussi l'euro-dollar qui pourrait jouer des tours. Donc c'est intéressant aussi de voir que les Américains s'intéressent de plus en plus au marché européen après 2-3 ans où vraiment personne ne regardait le marché européen, mis à part les Européens, quoi. Juste pour Loris, peut-être une petite question. Quand tu dis qu'il y a plus de rachats d'actions aux États-Unis qu'en France, c'est vrai, mais j'imagine qu'au niveau du dividende, au niveau du retour à l'actionnaire, plutôt, d'une manière générale, que ce soit rachat ou dividende, ayant des entreprises plus matures, on est plus élevé en France ou pas? Je ne suis même pas sûr. Tout à fait. Moi, effectivement, le rendement et même le retour à l'actionnaire est bien plus important. Il y a même des dossiers qui sont faiblement valorisés comme Total Energy, des Stellantis, des BNP. Et vu qu'on est une économie, on va dire, plus mature, il y a beaucoup plus de retour à l'actionnaire qu'aux États-Unis. Il y a plein d'entreprises. Par exemple, Amazon ne fait pas de retour à l'actionnaire de façon importante. Enfin voilà, aux États-Unis, vu qu'on est sur des entreprises qui investissent massivement, il n'y a pas beaucoup de retour à l'actionnaire, contrairement à la France. Ok, du coup, si on va d'un côté un peu plus personnel, toi, Xavier, Loris a déjà répondu à la question. Est-ce que tu as investi, quelle est la part en fait de la France dans ton portefeuille boursier? Alors, j'ai fait mon petit calcul, position française sur toutes mes positions bourse, ETF inclus, et je suis pile à 10%. Donc, comme Okay. Loris, j'avoue que j'ai été impressionné par le chiffre parce que je suis à 30% en Europe. Et donc, un tiers de mes positions européennes qui sont en France, c'est énorme. Donc, j'ai évidemment un gros biais domestique. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié. C'est de dire qu'un des intérêts quand même d'investir pour des Français, d'investir en France, c'est qu'on connaît mieux les boîtes. On est beaucoup plus à l'aise, même avec le luxe, on est beaucoup plus à l'aise. C'est aussi plus agréable d'écouter parler Bernard Arnault en français pendant 1h30 que d'écouter sur une mauvaise ligne, je sais pas, un PDG indien avec un gros accent indien qui nous parle d'une boîte américaine. Non, mais on est plus à l'aise. On connaît les marques, on a un historique aussi. Je sais pas, la vie de Bernard Arnault, ne serait-ce qu'en écoutant des bribes à droite à gauche, on connaît son parcours de vie sans s'être particulièrement renseigné. Donc, je trouve qu'il y a un certain confort. Et moi, c'est certain que donc, mes positions, typiquement, vont être dans le luxe. J'ai du Euronext aussi, du L'Oréal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit peu d'industrie, mais voilà, c'est ça. Et c'est vrai que sur l'Europe, j'ai vu, je le sais, mais ça m'a fait drôle de le revoir, c'est principalement France et pays nordiques. Et puis des Pays-Bas, bien sûr, dans les semis, etc. Mais je n'ai aucune, j'ai un peu honte, mais j'ai aucune boîte allemande, j'ai aucune boîte italienne ou anglaise. Ça m'arrive d'en avoir, mais je veux dire là, aujourd'hui, je suis vraiment
peu diversifié en termes de pays en Europe. Donc voilà, c'est 10% au global, ce qui pour moi est beaucoup. Je me serais attendu de tête, j'aurais dit 6-7%. Donc voilà, 10%, c'est ça pour moi. Et de ton côté, Abdallah? J'avoue que j'ai pas fait le calcul, mais globalement, j'en ai deux. J'ai LVMH et L'Oréal. En fait, tu parles d'un point super important, Xavier, c'est le biais domestique et la part qu'on doit consacrer à la France dans notre portefeuille boursier. Moi, j'en avais déjà parlé une fois dans une newsletter Bourseco, donc je vous invite d'ailleurs, si vous nous écoutez, à vous inscrire à la newsletter. En fait, je trouve qu'en termes de diversification, c'est super important d'investir ailleurs qu'en France. Et surtout pour nous en tant que Français, parce que déjà on gagne notre vie en France, on a notre patrimoine en France, potentiellement de l'immobilier, et c'est super important en fait de chercher au maximum à se diversifier et à investir en dehors de la France. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font pas attention à ça, je trouve, en tous les cas, parmi les investisseurs français. Donc c'est une des raisons principales pour laquelle je suis pas beaucoup sur la France, même si, comme on l'a déjà dit, en fait, je crois beaucoup plus sur sur les États-Unis, mais même sur des valeurs dans d'autres pays. Et voilà, donc moi, du coup, je dois avoir comme vous 8-10%. Donc la France, au niveau mondial, représente environ entre 3 et 4%, je crois, de la capitalisation boursière mondiale. J'avais vu les chiffres en 2023, c'est 11% pour l'Union européenne, donc 11% pour toute l'Union européenne. Donc techniquement, si vous voulez avoir une diversification équivalente au marché mondial, vous n'êtes pas censé avoir plus de 11% d'Europe. Et bon, il y a forcément une prime au biais domestique, comme tu l'as dit, hein. C'est clairement plus simple de suivre Bernard Arnault et Axel Dumas que de suivre le petit PDG de la 200e boîte du S&P 500. Donc voilà, moi je dois avoir du 10%. Et si je devais faire quelque chose, je serais plus à baisser cette pondération qu'à l'augmenter, personnellement. Moi, je serais curieux de savoir, là, ceux qui nous écoutent, à combien vous êtes. Moi, il y a deux sentiments actuellement. Il y a des investisseurs qui sont en très très grande majorité investis en France. On voit souvent des portefeuilles, hein. Même dans le club Bourseco un peu moins du coup, mais à 80-90% actions françaises. Et de l'autre côté, on a des investisseurs, notamment des jeunes investisseurs aujourd'hui, qui sont quasiment qu'aux États-Unis et qui refusent quasiment d'investir en France. Donc il y a deux tendances qui se dessinent, même si principalement et majoritairement, je pense, c'est la première qui reste le plus important. Donc je serais curieux de savoir ça. Je pense qu'on est beaucoup à quand même avoir un biais domestique plus ou moins important, même si on essaie en fait de pas l'avoir, hein. Mais je pense que 10% de son portefeuille pour un investisseur français, je pense que c'est dans la moyenne à peu près. Moi, je suis sûr moi, je pense que la plupart sont plus élevés que 10% parce que tous les trois, on est quand même très orientés US globalement. Et on est pourtant malgré tout à 10% ou un petit peu moins pour Abdallah. Le vrai chiffre, sans biais domestique, ça devrait être 4% de ce que dit Abdallah. Donc, je pense que à moins de quelques-uns qui seront 100% US, je pense que quasiment tout le monde est au-dessus de ces 4%-là. Donc, je suis d'accord avec toi, mais il y a tellement de personnes qui investissent en ETF c'est vrai. que ça pourrait baisser la moyenne. Mais effectivement, si on parle de stock picking, je pense qu'on sera bien plus que 10. Mmh. Mais alors moi je tiens juste à préciser que je pense, tu l'as dit Loris, il y a aussi une question de génération. Et je sais que pour les générations, les personnes un peu plus âgées, en fait c'était très difficile jusqu'à il y a quelques années d'investir en dehors de la France. Moi, dans le club Bourseco, on a régulièrement de nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui, quand elles arrivent sur le club, elles nous partagent leur portefeuille qui est quasi exclusivement français. Et une des raisons pour lesquelles ils nous rejoignent justement, c'est qu'ils nous disent j'ai envie de me diversifier. J'ai envie d'investir en dehors de la France et c'est des marchés compliqués d'accès pour moi. Donc clairement en termes de broker, ça a changé. C'est plus le cas depuis quelques années. Bon, pour eux, ça peut être encore le cas. Mais en tous les cas, en termes de connaissances et d'accessibilité, c'est plus difficile. Et à contrario, les plus jeunes qui ont commencé la bourse soit à travers les cryptos, soit à travers YouTube ou les différents réseaux sociaux. En fait, c'est les néo-brokers qui sont mis en avant et souvent, en fait, ces brokers, c'est facile d'investir aux États-Unis. Voire même, moi en l'occurrence, je sais que chez DeGiro et chez certains brokers, et c'est pas une publicité pour le coup, ça coûte moins cher d'investir aux États-Unis que dans d'autres pays européens hors de la France et de Euronext globalement. Et pour revenir sur les courtiers, je pense qu'il y a un gros effet PEA aussi, hein. Bien sûr.
Parce que PEA, avant, c'était purement français, maintenant c'est européen, mais même dans les actions, je pense que la part de la France par rapport à l'Europe, tu parlais de 11%, Abdallah, je suis sûr que dans les PEA, c'est du 60-70% français en stock picking. Hors ETF, je pense qu'il y a un énorme biais. Comme quoi, non, mais ce biais domestique, on l'a tous, c'est assez fou. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Et par contre, ça, je ne savais pas du tout. Tu m'apprends quelque chose. Donc, à un moment, le PEA, c'était que pour les actions françaises? Oui, historiquement, c'était qu'action française. Et après, quand l'Europe s'est élargie, passage à l'euro, je n'ai plus la date, mais bon, il y a un moment, c'était plus logique d'avoir uniquement des actions françaises en portefeuille. Donc, ils ont élargi à l'Europe. Et puis, on verra. Enfin, heureusement qu'on a, pour cette enveloppe-là, en tout cas, heureusement qu'on a les ETF qui aident bien à diversifier un peu hors France pour ceux qui sont pur PEA, et j'en connais pas mal. Ouais, et d'ailleurs, et ce sera le mot de la fin, d'ailleurs il y a Amundi qui a lancé son nouveau ETF MSCI World, comme quoi la concurrence fait du bien, ce qui était un peu le péché du PEA, où il n'y avait pas il y avait pas beaucoup de concurrence depuis le rachat de l'Ixor par Amundi. Et donc bon, je vous propose qu'on s'arrête là, sauf si vous voulez ajouter quelque chose, Loris ou Xavier, sur ce sujet-là. Non, rien de particulier de mon côté. Non, du coup, rien à rajouter. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Et j'attends en commentaire, du coup, la répartition de votre portefeuille entre la France et les États-Unis et l'Europe. Ça, je suis vraiment curieux de savoir. Bah ça, c'est en commentaire si vous êtes sur YouTube, mais si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, n'oubliez pas de nous mettre une note 5 étoiles. C'est vraiment super important pour la découvrabilité du podcast. Et puis, sinon, Xavier et Loris, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Salut, ciao à tous. Salut. Et salut.